Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans quelques minutes, à peu près un petit quart d'heure, nous allons pouvoir suivre en direct les questions d'actualité. Nous sommes jeudi, ce sont les traditionnelles questions d'actualité au gouvernement. Et avec nous pendant un quart d'heure pour débattre de l'actualité politique et parlementaire, Alain Vidaliste. Bonjour, ministre en charge des relations avec le Parlement. Alors on va aborder évidemment cette fin de session avant les vacances, on va dire avant la trêve. On va aborder les questions parlementaires et politiques, mais d'abord, on a entendu sur nos antennes à l'instant François Hollande, qui était devant les parlementaires en Algérie au cours de sa visite, qui a dit pas d'excuses, pas de repentance, mais une reconnaissance finalement de ce qui s'est passé pendant cette époque coloniale. Est-ce qu'il ne pouvait pas aller plus loin, François Hollande ? Je crois que ce n'était pas nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est passé et il faut mettre des mots sur l'histoire. Vous savez combien on a eu de difficultés pour mettre des mots sur cette histoire, pour dire que c'était une guerre. On a passé des décennies à dire que c'était des opérations de maintien de l'ordre. Il a fallu une loi sous un gouvernement de gauche pour dire non, c'était une guerre. Et aujourd'hui, parler... La guerre d'Algérie, a dit François Hollande. Il fallait mettre les noms et les mots. Alors, il fallait mettre en nom sur cette guerre et on a refusé de le faire pendant longtemps. Et mettre en nom aujourd'hui sur la colonisation. Ce n'était pas que la France. La colonisation, ça a été un des grands événements du 19e siècle et la décolonisation. Je pense que c'est ça le mot fort, un des grands événements du début du 20e siècle. Et on ne choisit pas son histoire. Mais mettre des mots sur cette histoire, c'est important. Cette reconnaissance des souffrances, est-ce que c'est une façon de s'excuser en quelques mots ou pas ? Pas du tout, pas du tout. Mais même si on reconnaît aujourd'hui les noms, les mots, comme vous l'avez dit, on a l'impression que c'est aussi une façon de faire sans faire, du pragmatisme à la Hollande. Mais pas du tout, je crois qu'il ne faut pas... Non, pas du tout. Je crois qu'il y a dans cette affaire, et vous le savez, les mots ont leur importance. C'est l'évolution des mots aussi, et ces mots-là sont justes. Parler de colonisation, parler de décolonisation, parler de guerre d'Algérie, c'est parler à ceux qui ont subi la colonisation, mais c'est aussi parler à tous ces Français qui étaient sur leur terre, qui estimaient être la leur et qui ont aussi connu des souffrances terribles dans cette période. Est-ce que vous estimez que ce qui s'est passé ce matin suffira aujourd'hui à tourner la page et à faire avancer les deux pays, notamment pour différents contrats ou en tout cas, on imagine des meilleures relations entre la France et l'Algérie qu'elles ne sont aujourd'hui ? Je pense que ça va améliorer les choses. C'était indispensable. Ces deux pays, en même temps, ils n'ont pas choisi, mais ils ont cette histoire commune. Et c'est vrai qu'on peut se dire que ce qu'on a été capable de faire avec l'Allemagne, aujourd'hui, il faut être capable de le faire avec l'Algérie. Alain Vidaliste, on va maintenant passer à l'actualité politique et parlementaire. Je voudrais juste vous montrer la une du journal Le Monde. Il s'agit du mariage gay et évidemment de ce texte, cet amendement qui a été voté hier par les députés socialistes sur la procréation médicale assistée. Visiblement, il y a un peu de tirage dans votre camp à gauche. On se divise sur la procréation assistée. Il y a une pétition de 27 députés socialistes qui veulent se retirer finalement de ce vote de l'amendement et qui disent « Nous, on ne veut pas de cet amendement, c'est trop tôt ». Je suis là pour représenter le gouvernement. La position du gouvernement, le gouvernement a adopté un texte qui est soumis au Parlement et qui ne comporte pas la PMA. Le choix de départ, c'était de ne pas le mettre dans le texte. Le Parlement est respecté. Il y a un débat qui s'ouvre à l'intérieur du groupe socialiste. Le gouvernement a dit que dans certaines limites, et si le groupe socialiste se mettait d'accord dans des conditions qu'il définira pour déposer cet amendement, le gouvernement s'en remettra à la sagesse du Parlement. C'est une situation tout à fait normale en démocratie. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une brèche qui vient de s'ouvrir dans la majorité ? Non, je pense qu'il y a un vrai débat et c'est normal sur ces sujets. C'est pas des sujets faciles et que derrière cette question, il y ait des convictions personnelles qui s'expriment. On n'est pas. C'est plutôt surprenant que ça n'ouvre aucun débat et qu'il y ait, je dirais, une position univoque à droite. Oui, je vous lis en même temps ce que dit Le Monde. Ils disent ces députés frondeurs, comme on les appelle, que ça ne faisait pas partie des 60 engagements de François Hollande, donc que ça n'a rien à faire aujourd'hui dans les sujets sociétaux qu'on est en train d'aborder. Vous savez, les engagements, ils sont tenus. C'est le texte qui est déposé par le gouvernement. Est-ce que c'est une priorité, ce texte, ou pas, Alain Vidaliste ? Vous savez, la question que pose l'amendement du groupe socialiste, elle est légitime, puisqu'aujourd'hui, on propose le mariage et l'adoption.
l'adoption d'enfants, notamment pour les couples femmes homosexuels, c'est une hypocrisie finalement de se dire l'enfant va pouvoir être adopté sans qu'on se pose la question de savoir comment l'enfant a été conçu, puisqu'au fond c'est un peu le problème. Mais je pense que le choix, la vraie question, c'est de savoir si on peut traiter de cette question dans un dispositif, dans une loi sur le mariage, ou dans un texte sur la filiation ou sur la bioéthique. Et alors, votre avis, à titre personnel et en tant que ministre, est-ce qu'on peut le faire dans ce texte-là ou est-ce qu'il faudra un autre texte? Non, mais le gouvernement n'avait pas choisi de le mettre dans ce texte-là. Donc, est-ce que vous ferez un nouveau texte? C'est la réponse que la discussion qui a lieu aujourd'hui. Il n'y a pas eu de décision de prise. Mais vous savez, il faut aussi, c'est un peu dommage, en France, on ne peut pas débattre, y compris avec l'opposition, de ces questions. Si on regarde ce qu'avait dit M. Leonetti, quand la question s'est posée sur les lois bioéthiques, ils avaient répondu non, on ne veut pas en parler dans les lois bioéthiques, il faut que ça soit traité dans une loi sur la famille. Et là, on vous répond le contraire. Et là, on nous répond le contraire. Donc je crois qu'il faut bien se mettre d'accord sur quelles questions ça pose. Et puis, s'il y a des solutions, le gouvernement est prêt naturellement à en débattre avec sa majorité. Et le débat sur la gestation pour autrui, est-ce qu'il faut le mettre aussi dans une autre loi, comme la loi sur la révision bioéthique? C'est porté en ce moment, notamment. Il est fermé, totalement fermé. La réponse est non. La PMA, c'est quelque chose qui existe. Il n'y a pas de débat sur la technique. On rappelle, procréation médicale assistée pour ceux qui sont pas spécialistes. Ça existe aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Donc il n'y a pas de débat dans la société pour savoir si on peut le faire ou pas le faire. Là, c'est qui peut en bénéficier. La GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui. Les mères porteuses. C'est les mères porteuses, c'est non. Si je résume vos propos, si on peut essayer de les résumer à la Vidaliste pour qu'on soit très très clair. Pour l'instant, il y a un texte, en tout cas un amendement qui sera proposé sur un texte à l'Assemblée nationale. Si les députés ne trouvent pas d'accord, au 11 janvier, c'est la date butoir, est-ce que vous serez à même, le gouvernement, de proposer un autre texte avec la PMA à l'intérieur ou pas? Le choix de déposer un amendement ou pas résulte de l'initiative du groupe socialiste uniquement. Vous voulez pas nous répondre? Mais non, mais je veux dire, le gouvernement... C'est peut-être assez simple. Le gouvernement, au départ, n'a pas fait de texte avec la PMA. S'il y a une initiative parlementaire, il a dit dans quel cadre très strict, il s'en remettrait à la sagesse du Parlement. Il ne peut pas y avoir de discours plus précis que ça. Alors, une question sur un petit sondage, quand même. 7%, c'est un sondage IFOP paru ce matin dans le Figaro, 7% des Français considèrent ce texte comme prioritaire, 62% sur la réduction de la dette. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire qu'effectivement, c'est pour ça que le gouvernement ne consacre pas son activité uniquement aux questions sociétales et que le bilan de la session qui se termine, il est à 90% sur des sujets économiques et sociaux, c'est-à-dire ceux qui arrivent en tête des préoccupations des Français. La liaison est toute faite. Vous allez nous parler de ce bilan, de tout ce que vous avez, les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, au Sénat bien évidemment. Le travail parlementaire n'a pas chômé. Il y a 12 projets de loi, 3 propositions de loi, traité budgétaire, l'emploi d'avenir, le logement social, le terrorisme, j'en oublie sûrement. Mais vous avez connu aussi quelques couacs ici au Sénat. Il y a 5 textes qui ne sont pas passés par une majorité de gauche. Oui, je conteste complètement le qualificatif de couac. C'est une situation, non, je le contesterai jusqu'au bout, il n'y a aucune possibilité de justifier. Juste une question, le Sénat n'est pas passé à gauche? Il n'y a pas de couac quand un groupe qui n'est pas au gouvernement ne respecte pas la solidarité gouvernementale. Le groupe communiste n'a aucun engagement vis-à-vis du gouvernement. Il fait partie de la gauche, nous discutons avec eux. Il y a des textes, on peut citer ceux qui ne votent pas, mais vous pouvez aussi citer la Banque publique d'investissement qui a été votée ici aussi au Sénat avec toute la gauche contre toute la droite. Donc c'est une situation particulière, mais il n'y a aucune rupture de la solidarité gouvernementale puisqu'ils ont choisi, et c'est respectable, de ne pas faire partie du gouvernement. Donc je conteste complètement la formule du couac. C'est une réalité politique et nous le vivons sereinement. Pas de couac. Ce qui s'est passé il y a 2 jours sur le week-end dernier sur le budget avec les Verts qui ont notamment enlevé le plan compétitivité, qui ont supprimé par amendement la TVA dans ce plan compétitivité. Ça, c'est pas un couac, ça? Non, c'est pas un couac. D'accord. Vous l'appelez comment alors? Parce que si vous voulez aller jusqu'au bout, il faut à ce moment-là faire référence au vote final. Ce qui s'est passé. Oui, ils ont voté, mais ils ont voté un projet de loi finalement qui a été nettoyé, balayé de ce qu'ils ne voulaient pas. Pas du tout. Je pense que vous faites une erreur. Nous avons fait un vote bloqué en réintégrant ce sur quoi ils s'étaient prononcés. On a posé la question de confiance et ils ont été au rendez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il y a des désaccords, franchement, c'est normal, il y a plusieurs partenaires. Mais quand il y a des désaccords et qu'il y a un texte, notamment à vocation budgétaire, qui engage la solidarité gouvernementale, eh bien, ils l'ont voté. Il n'y a eu aucun couac. Est-ce que vous avez peut-être cette impression, les sénateurs, en tout cas, qui nous parlent aujourd'hui, nous disent qu'ils ont l'impression que le gouvernement passe un petit peu
outre l'avis du Sénat, parce que les communistes votent contre certains textes référents, comme notamment le budget, et on se dit finalement ils sont majoritaires à l'Assemblée, alors le Sénat il passe un petit peu, on le met un petit peu de côté. Honnêtement, si le Sénat a été privé de débattre notamment des missions budgétaires qui étaient un moment important pour lui, le gouvernement n'est strictement pour rien. Il y a eu une addition de voix, et si notamment la droite du Sénat ne voulait pas que ça se passe, eh bien elle n'avait qu'à laisser passer la première partie, on aurait eu un débat normal au Sénat. D'ailleurs, elle a essayé de se racheter par une opération assez compliquée en deuxième partie de loi de finances, qui est totalement incohérent et incompréhensible. Et donc, du coup, le groupe socialiste a fait blocage et il n'y a pas eu de débat finalement. La manœuvre grossière, réponse aussi de procédure. Mais franchement, le Sénat pouvait discuter. Et ce qui est faux, c'est de dire que le gouvernement aujourd'hui fait l'impasse sur le Sénat. Beaucoup des textes que vous avez cités ont été enrichis du débat sénatorial, et la position du gouvernement, c'est que, nous sommes très attachés au bicamérisme et que le Sénat a tout son rôle à jouer, et sur les textes qui vont venir en janvier notamment. Et si vous formulez un vœu pour 2013, c'est lequel? En tout cas, peut-être pour le groupe communiste, vous espérez qu'il change un petit peu d'avis? C'est le moment des bonnes résolutions 2013, Alain Vidal. C'est pas un vœu, un souhait, c'est certain. Mais c'est un travail politique, et donc nous ne changerons pas de position, nous débattrons avec eux sur tous les textes pour essayer de voir si on peut parvenir à un accord. Nous ne détournerons pas de cette ligne de conduite vis-à-vis du groupe communiste. Allez, on avance un petit peu sur les questions d'actualité. Deux questions d'actualité importantes aussi pour les téléspectateurs, ce sont les retraites. Vous avez sûrement vu l'analyse du corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui parle d'un déficit de près de 25 milliards d'euros à l'objectif 2020. Est-ce qu'il est trop pessimiste, ce Conseil d'orientation des retraites, selon vous? Alors, il n'est pas trop pessimiste. Vous savez que ces chiffres seront précisés dans un nouveau rapport début janvier, donc on va l'attendre. Il y a des processus de consultation. Mais il faut faire deux observations. La première, c'est que ceux qui nous avaient dit que l'affaire était réglée, eh bien, ils nous ont menti, ou dans tous les cas, ils se sont trompés. La réforme n'était pas bonne. En même temps, je veux nuancer cette appréciation. Et on le verra, c'est pour ça qu'il faut avoir le détail du corps. Ça dépend de la situation de la croissance et des projections. Vous savez, c'est extrêmement important. Même une baisse du chômage ne sera pas suffisante. Ça dépend de la croissance, ça dépend des baisses de chômage, et en même temps, pour être précis par rapport à ce qu'ils disent, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années extrêmement difficiles, et ensuite, parce que la situation démographique de la France sera différente, chacun le comprend, il y a ce qu'on appelle le papy boom, c'est-à-dire des générations qui sont très nombreuses aujourd'hui, qui le seront moins dans 15 ans, et c'est en fonction de l'ensemble de ces résultats qu'on fera une nouvelle réforme qui est nécessaire. Et très concrètement, ce Conseil d'orientation des retraites, dit tout simplement qu'il faudra partir à la retraite plus tard que ce qui est déjà le cas aujourd'hui. 62 ans, il faudra peut-être 63 ans et un peu plus, et éventuellement aussi baisser les pensions, sinon on ne s'en sortira pas. Non, mais c'est quelque chose que vous envisagez ou pas? Le corps va donner toutes les solutions. À celle-là, il faut rajouter d'autres. Il y a la hausse des cotisations, par exemple. C'est quelque chose que vous pouvez envisager au gouvernement? Il paraît qu'il y aura des pistes le 22 janvier prochain. Il y aura une période de négociation, et je comprends votre impatience, mais nous n'allons pas mettre de côté les partenaires sociaux. On a dit qu'on le ferait comme ça. Il y aura une réforme, et cette réforme, elle aura pour objectif principal de préserver le pouvoir d'achat des retraites, et surtout d'avoir un système qui est équilibré à long terme, ce que n'a pas fait la dernière réforme. Mais si je vous écoute bien, la baisse des cotisations, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? Non, pas la baisse des cotisations, l'augmentation des cotisations, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Je le rajoutais pour être complet à l'ensemble des pistes que vous avez évoquées, pour vous dire qu'il n'y a pas que la piste de l'allongement, il n'y a pas que la piste de la diminution des pensions, il y a aussi celle de l'augmentation des retraites, et il peut y avoir un mix de tout ça. Donc il y aura une réponse, mais pour l'instant, n'essayez pas d'avancer des réponses qui n'existent pas. On va attendre les négociations. Parlons un petit peu aussi de ce cas dont tout le monde a parlé, évidemment, celui de Gérard Depardieu. Vous aviez estimé que 85% d'impôts, soit sur le revenu ou sur le patrimoine, c'était impossible à payer. Si vous reprenez ce que j'ai dit, qui entraîne beaucoup d'erreurs de la part de vos confrères, j'ai dit que M. Depardieu écrit qu'il a payé 85% d'impôts sur le revenu. Lui dit que c'est vrai? 85% d'impôts sur le revenu. J'ai dit que c'était impossible. Si vous ajoutez, pour dire que je me trompe, vous, un certain nombre de vos confrères, disent « Ah oui, mais il paye 80% si on met en plus l'impôt sur la fortune ». Alors, si vous ajoutez l'impôt sur la fortune, vous mélangez un impôt sur le patrimoine et vous vous trouvez dans une situation singulière. C'est d'ailleurs ce raisonnement-là qui justifiait le chèque à Madame Bettencourt. Donc moi j'ai parlé d'impôt sur le revenu parce que Monsieur Depardieu avait parlé d'impôt sur le revenu, et je ne comprends pas que tout le monde maintenant dit non mais ça concernait l'ensemble. Ces mots à lui ont un sens, et ma réponse aussi. Et tout simplement, il y a aussi peut-être une autre question qui est en train de surgir, c'est est-ce que trop d'impôts tue l'impôt? Car
pour 2012, on aura battu des records, notamment sur le paiement de l'ISF. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas tenir de discours, celui de dire il faut réduire la dette, et pour réduire la dette, il faut diminuer les dépenses et augmenter les recettes. C'est exactement ce que nous faisons. C'est un langage de vérité pour le redressement de la France. Merci beaucoup Alain Vidalis. Merci. On va vous laisser, bien sûr, regagner l'hémicycle pour les questions d'actualité. Vous le voyez sur ces images. Le président de séance est en train de gagner l'hémicycle à son tour. Nous allons beaucoup parler, évidemment, des questions aujourd'hui, des questions d'environnement, des questions économiques très importantes, des questions de société. Nous verrons tout ça dans On refait la séance. Mais tout de suite, place aux questions d'actualité. Bonne séance, à tout à l'heure sur Public Sénat. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que là où le ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé pour le groupe écologiste. Merci de votre soutien, mes chers collègues. En effet, j'ai retrouvé une partie de mes moyens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le ministre en charge du développement, cher Pascal Canfin, la conférence de Doha, à défaut d'avoir réalisé un accord universel ambitieux, a mis en valeur l'urgence de progresser vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, les rapports scientifiques confirment la réalité du réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses tant pour la biodiversité que pour l'homme. L'augmentation globale des températures entraîne la fonte de nombreux glaciers, y compris chez nous, dans les Alpes par exemple. Ce phénomène accroît également les problématiques agricoles de ressources en eau douce, de disparition d'espèces. Pour l'homme, les impacts sont graves, le risque d'inondation côtière est décuplé, tandis que certaines maladies se propagent, notamment via les moustiques ou les pollens. Certaines régions du monde sont particulièrement vulnérables et ne disposent pas des moyens nécessaires pour y faire face. Les pays du Sud représentent en particulier un point central de la problématique du réchauffement climatique. D'une part, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre doit se faire avec tout le monde. D'autre part, pour que les accords fonctionnent et que les pays les plus riches acceptent des règles contraignantes, il faut éviter la concurrence internationale qui risquerait de les pénaliser à cause de leurs efforts en faveur de la protection de l'environnement. Nous avons donc un intérêt économique à ce que les pays du Sud participent à l'action pour le climat. Enfin, les pays du Nord ont également une obligation à agir au nom de leur responsabilité historique dans le changement climatique. À la suite du terrible typhon Bopha, les Philippines ont lancé un appel à tous les dirigeants pour agir contre le réchauffement climatique. Les pays du Sud réclament aux pays développés des financements pour faire face aux effets du réchauffement. Le président de la République, François Hollande, a proposé que la France accueille la conférence de l'ONU sur le climat en 2015 lors de la conférence environnementale à Paris. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a quant à lui proposé qu'un sommet précède le grand rendez-vous de 2015. Le groupe écologiste au Sénat se réjouit de ces annonces, mais se pose la question, la France sera-t-elle prête? Si la lutte contre le réchauffement climatique n'a pas de valeur, elle a un coût. Et je conclus par ma question, Monsieur le Président. Je savais que vous étiez impatient, mes chers collègues. Monsieur le ministre, quel financement la France mobilise-t-elle pour la lutte contre le changement climatique actuellement, notamment en faveur des pays du Sud? Comment atteindre les fameux 100 milliards de dollars par an de financement pour le climat en 2020, conformément aux engagements de Copenhague? Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Pascal Canfin, ministre chargé du Développement.
Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Jean-Vincent Placé, vous m'interrogez sur les financements en faveur du climat mobilisés par la France, notamment en faveur des pays du Sud. Effectivement, j'étais à Doha, au sommet sur le climat, avec Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Et nous avons pris une part active à ces négociations. La France était le pays le plus représenté au niveau ministériel et nous avions également une délégation de parlementaires, dont un sénateur que je tiens particulièrement à saluer, M. Ronan Dantec. Lors de cette négociation, je me suis plus particulièrement impliqué sur les questions financières où j'ai représenté l'Union européenne avec mon collègue britannique et j'ai vu à quel point, évidemment, ces sujets étaient centraux dans la capacité ou l'incapacité à trouver un accord international sur le climat. La France a tenu les engagements qu'elle avait pris à Copenhague, ce qu'on appelle les financements précoces, et nous avons mobilisé 1,2 milliard d'euros sur 3 ans. Et je tiens à souligner que si cet engagement a été tenu sur 2010, 2011 et 2012, c'est bien par l'effort du précédent gouvernement et je tenais à le saluer. Au-delà des engagements passés, nous avons évidemment une responsabilité sur les engagements futurs et notre responsabilité, c'est d'aller bien évidemment au-delà de ce qui a déjà été fait. Nous avons décidé d'affecter en priorité 6 milliards d'euros dans le secteur des énergies, avec comme priorité les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ce choix n'était pas fait auparavant. Ce sont des financements qui vont contribuer à la lutte contre le changement climatique. Nous avons décidé d'affecter 10% de la taxe sur les transactions financières françaises au développement et la moitié de ces 10% viendront abonder ce qu'on appelle le fonds vert qui a été décidé à Copenhague et donc nous allons augmenter notre financement climat. Par ailleurs, la France est, vous le savez, le pays le plus actif dans la négociation avec ses 10 partenaires européens pour mettre en place une taxe européenne sur les transactions financières et en affecter une partie au développement, dont une partie sera aussi affectée à la mobilisation en matière de financement climat. Donc sur cet agenda international, la France non seulement a respecté ses engagements passés, mais aujourd'hui elle est en pointe. Vous pouvez compter sur nous, mais nous avons aussi besoin de la mobilisation de l'ensemble des parlementaires pour que l'accord de 2015 à Paris soit un succès. La parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis 1993 et la mise en œuvre du système européen des banques centrales, l'indépendance de la Banque de France a été jugée indispensable, ce qui est extrêmement important, dans le cadre d'une construction européenne qui, dois-je le rappeler, a été rejetée par nos concitoyens lors du référendum de 2005. La Banque de France est certes indépendante car elle ne peut faire fonctionner la planche à billets pour répondre aux besoins de liquidité de l'État, mais elle est aussi une institution dont le capital appartient à l'État qui peut la charger de missions d'intérêt général, ceci du fait de dispositions du Code monétaire et financier. Le président Hollande a déclaré à plusieurs reprises que son adversaire principal était le monde de la finance, ce qui a notamment permis le rassemblement du 6 mai. Cette prise de position, pour notre part, au niveau du groupe CRC, nous la partageons, nous la portons avec force et détermination. Aussi semble-t-il totalement incompréhensible dans ce climat que le gouvernement de la Banque de France, M. Noyer, entend réduire de manière drastique les effectifs de cette banque qui, rappelons-le, est un service public. Et quand je dis réduction, c'est près de 2000 postes supprimés. 2000 postes qui vont manquer dans les succursales déconcentrées, rendant notamment plus difficile le traitement des dossiers de surendettement, l'une des missions d'intérêt général confiées à la banque, avec une satisfaction globalement partagée. 2000 postes qui vont manquer pour affiner l'action de la Banque publique d'investissement, alors même que la qualité de l'information économique dont dispose la Banque de France est une condition nécessaire à l'action du nouvel établissement.
2000 postes, alors même que les missions essentielles de sécurité des moyens de paiement, de connaissance de l'activité de l'ensemble des acteurs financiers comme des milieux économiques de la Banque de France justifient pleinement que l'institution dispose des effectifs nécessaires. 2000 postes, alors même que se pose de plus en plus la question de la qualité de la monnaie européenne, que la BCE semble vouloir confier à des entreprises sous-traitantes. 2000 postes qui s'ajoutent au plan de licenciement qui assombrissent l'avenir de milliers de femmes et d'hommes, de leurs familles aux quatre coins de France. Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, à l'égard du plan Noyer de déstructuration de la Banque de France? Allez-vous convoquer une table ronde avec les personnels dont nous soutenons la lutte et l'ensemble des parties prenantes? Il est temps que cette logique tueuse d'emploi, qui de Florange à la rue de la Banque, d'Aulnay-sous-Bois à Petite-Couronne, de Sanofi aux Trois Suisses, méprise l'intérêt général. Pour notre part, nous pensons que les salariés de toutes ces entreprises et de bien d'autres ont besoin d'un bouclier législatif, telle une loi qui interdise les suppressions d'emplois à visée boursière et qui donne des droits et des pouvoirs nouveaux aux salariés. Nous y sommes prêts. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Ministre? La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Cohen, je veux d'abord dire toute l'ascension, évidemment, vous en doutez, que je porte au sujet que vous évoquez, parce que nous avons le souci à la fois de moderniser l'action publique, celle de ses opérateurs, et en même temps de préserver la qualité du service public, l'emploi et la couverture géographique de ces services publics. C'est le cas de la Banque de France. Je ne vais pas polémiquer avec vous pour savoir ce qui a été rejeté en 2005. Je ne crois pas que ce soit la construction européenne. C'est un texte européen, certes important. Mais la construction européenne reste tout de même une donnée à laquelle nous sommes profondément attachés. La Banque de France, dans ce contexte, doit faire face, c'est un fait, à une mutation profonde, importante de ses conditions d'exercice dans le cadre de ses missions. Et ça l'a poussé à engager une réflexion sur l'optimisation de son organisation. Et comme vous l'avez dit, le gouverneur a présenté le 21 septembre dernier un plan de réorganisation qui fait l'objet actuellement d'une consultation à la fois des personnels et des acteurs locaux. J'ai moi-même reçu les syndicats de la Banque de France à Montbéliard, dont je suis l'élu. La Banque de France, vous l'avez souligné, c'est une autorité indépendante. En même temps, l'État est son actionnaire, il est attentif à ses missions d'intérêt général et je suis évidemment attentif à la conduite de ce plan. Et si, au total, je le soutiens, avec cette attention et avec les discussions qu'il faut mener, c'est pour 4 raisons. D'abord parce que ce plan garantit le maintien d'une couverture géographique importante, notamment par la présence d'une succursale à la Banque de France dans chaque département, voire plus là où les conditions économiques et géographiques le justifient. Ainsi, la Banque de France va maintenir des bureaux d'accueil d'information dans les villes où la banque reçoit plus de 1000 visiteurs par an, ça fait 5 par jour. Vous êtes sénatrice du Val-de-Marne. Les bureaux d'accueil de Vincennes, d'Ivry-sur-Seine, de Créteil seront conservés, par exemple. Deuxième sujet, le plan permet une optimisation de la gestion des activités qui ne nécessite pas un contact avec le public. Mais je veux vous assurer que, par exemple, tout ce qui va dans le sens du traitement des surendettés, du surendettement, sera bien sûr maintenu et défendu. Troisièmement, le plan repose sur, il faut le dire de manière réaliste, un calendrier quand même très progressif, puisqu'il n'y aura aucune fermeture d'unité tertiaire avant 2016. Et en ce qui concerne l'activité fiduciaire, ça se fera aussi de manière progressive, en lien avec la livraison de nouveaux centres fiduciaires. Enfin et surtout, non, je ne peux pas accepter comme ça d'être qualifié de tueur d'emploi. Ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Il y a un plan de sauvegarde de l'emploi qui est prévu pour les, pardonnez-moi, le chiffre est important, 227 agents qui sont concernés par les fermetures de caisses. Et compte tenu des départs en retraite, ce sont seulement 175 agents qui seront concernés par les reclassements géographiques ou fonctionnels. Et la banque prévoit déjà les formations, les offres de mutation qui permettront d'anticiper dans les meilleures conditions cette mobilité. Donc, in fine, ce plan, je veux le dire ici, se fera sans aucun licenciement. Vous pouvez être certain que les consultations, les concertations seront menées et qu'évidemment, j'y serai très attentif en tant que représentant de l'État actionnaire. La parole est à Monsieur Jean-Michel Baillet pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Hier, à l'initiative des radicaux et du président du RDSE, Jacques Mézard, de nombreux sénateurs appartenant d'ailleurs à différents groupes politiques, parmi lesquels
le président du Sénat lui-même, qui s'est rallié à notre initiative, ont interpellé en urgence le Premier ministre pour dénoncer les modifications des critères de répartition des fonds départementaux de péréquation, modifications introduites à l'Assemblée nationale dans des conditions que nous jugeons inacceptables, tant sur le fond que sur la forme de cette situation intolérable. En effet, quelques députés ont subrepticement introduit par voie d'amendement de nouveaux critères de répartition de ces aides financières, et ce afin de favoriser particulièrement leurs collectivités au détriment des départements les plus en difficulté. Chers collègues de l'opposition, étant donné la manière dont vous avez traité les collectivités, je vous encourage davantage de tranquillité. Et notamment, parmi ces collectivités, bien naturellement, les plus fragiles d'entre elles, c'est-à-dire les départements ruraux. Vous conviendrez, Madame le Ministre, qu'il s'agit d'une curieuse conception de la péréquation financière et de la justice fiscale. Car ces nouveaux critères, votés par l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances, profitent surtout aux départements les plus riches, les mieux dotés et les plus peuplés, au détriment des autres, les 2 tiers, soit dit en passant, dont la plupart connaissent déjà des difficultés financières immenses pour faire face aux dépenses du quotidien, aux dépenses à caractère social, ces dépenses tellement nécessaires aujourd'hui pour protéger nos concitoyens de la crise. Madame le ministre, ce n'est pas notre conception de l'égalité des territoires. Et nous savons d'ailleurs que ce n'est ni la vôtre, ni celle du président de la République. Car une telle évolution est manifestement en contradiction avec les engagements que furent les nôtres. À vous, à nous, durant la campagne électorale. Elle est également incompatible avec la création d'un ministère de l'égalité des territoires. Faut-il rappeler à nouveau, dans cette enceinte où on s'intéresse en priorité aux territoires, que la péréquation constitue la base de la justice territoriale. Ainsi, Madame le Ministre, alors que la procédure parlementaire ne permet malheureusement plus de revenir sur ces mesures injustes, puisque le budget a été adopté définitivement ce matin par les députés, nous avons cru comprendre, et nous avons même compris, que notre initiative d'hier avait trouvé écho auprès du Premier ministre et que celui-ci est prêt à annuler le niveau de dispositif en question. Alors, Madame le Ministre, pouvez-vous prendre l'engagement formel devant le Sénat quant à cela? Quand et à quelle occasion le Parlement aura-t-il la possibilité de se prononcer sur ces questions essentielles pour les territoires? Que pouvez-vous enfin dire aux sénateurs et aux élus locaux pour les assurer du respect des principes d'équité dans les dispositifs de péréquation? La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Michel Baillet. Anne-Marie Escoffier et moi-même avons animé un débat complexe, riche, en échange sur plusieurs dispositions destinées à venir à l'appui des territoires les plus en difficulté. Un fonds d'urgence de 170 millions a été créé par le gouvernement au profit des départements. Et le gouvernement a entendu les débats qui existent sur les critères d'attribution des sommes du fonds d'urgence. Le débat a eu lieu. Il est important maintenant de s'atteler à la mise en place concrète de ce fonds. Monsieur Baillet, vous savez que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en termes de péréquation dans ce projet de loi de finances et que nous rejoignons en grande partie ce que vous venez de dire à l'instant. Le fonds de péréquation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises a été mis en place et les dispositions proposées ont fait l'objet de travaux dans le cadre du groupe de travail du Comité des finances locales. Et le gouvernement a proposé un dispositif qui était équilibré en intégrant des critères de charge, en particulier des revenus moyens, dans l'ensemble des dispositifs de péréquation. C'est une volonté forte de la gauche, vous l'avez rappelé, d'intégrer des critères de charge et des critères justes pour ajuster la péréquation horizontale entre les territoires. C'est aussi une volonté forte du Sénat, puisque cette proposition figurait dans le rapport de la mission commune d'information sur la taxe professionnelle rendue publique l'an passé, rapport signé par Charles Guené et Anne-Marie Escoffier à l'époque. Pour les critères de répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à un titre onéreux, les fameux DMTO,
La logique du gouvernement est la même. Nous avons intégré des critères de charge, donc aussi de revenus moyens, pour en renforcer les effets péréquateurs. Les débats à l'Assemblée nationale ont conduit à des modifications sensibles qui, je le regrette, n'ont pas pu être examinées par votre Haute Assemblée du fait du rejet de la première partie du projet de loi de finances. Sur ce fonds des MTO, c'est dommage que nous n'ayons pas pu avoir ce débat, nous n'en serions pas là. Sur ce fonds des MTO, les premières simulations ont suscité beaucoup d'inquiétudes sur les bancs de votre Assemblée. Nous avons entendu ces inquiétudes-là. Nous avons évalué le dispositif dans le cadre du comité des finances locales, mais comme le Premier ministre l'a indiqué, et ici est engagé solennellement, les fonds de péréquation de la CVAE et des DMTO seront réexaminés aussi vite que possible au cours du premier semestre 2013 au vu des résultats de simulation dont vous avez parlé. C'est un engagement du Premier ministre. Il nous reste à trouver un véhicule législatif, mais je voudrais juste ajouter un mot, Monsieur Jean-Michel Baillet. C'est vrai que vos arguments sont justes, mais c'est vrai aussi que sur les péréquations telles qu'elles ont été déterminées dans les années passées et telles qu'elles continuent, nous avons beaucoup de soucis. Et il faudra qu'on se parle aussi de façon très précise de la péréquation verticale, c'est-à-dire de plus de justice dans les dotations de base. Et je pense que si nous pouvons faire ce travail, nous aurons moins de difficultés et de bagarres d'amendements conduisant parfois à des échecs. Merci. Bien. La parole est à Monsieur Roger Carucci pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre, mais c'est un bonheur, Madame, que ce soit vous qui y répondiez. Les Français, comme les parlementaires, sont aujourd'hui touchés, frappés par de grands problèmes. Fiscalité, sécurité, emploi, chômage, etc. De la part du gouvernement, on ne voit pas, en tout cas nous, beaucoup d'évolution. Mais en revanche, que de créativité électorale. Un président de groupe de notre noble Assemblée, appartenant à la majorité présidentielle, nous a annoncé d'ores et déjà le prochain résultat de l'élection sénatoriale, en disant que, du fait de la réforme, il y aurait 4 sièges de plus pour la gauche. On nous dit maintenant qu'un certain nombre de présidents de conseils généraux disent mais la réforme prévue pour les élections cantonales défavoriserait, Monsieur le Président, les territoires ruraux. La réforme prévue pour le Sénat au-delà du reste, notamment sur la proportionnelle, défavoriserait également les départements ruraux. Et puis, on reporte, si le Conseil constitutionnel le souhaite ou l'accepte, les élections cantonales et régionales. On réforme le scrutin sénatorial. On nous annonce une réforme du scrutin européen. On nous annonce une réforme avec une part de proportionnelle pour les législatives. On nous annonce des réformes sur les intercommunalités. C'est-à-dire que, en fait, nous ne voyons toujours pas venir de vraies réformes économiques et sociales fondamentales pour le pays, mais en revanche, la capacité d'initiative pour conserver le pouvoir par des réformes électorales est absolument incontestable. Alors, Madame la Ministre, nous laissons les choses et nous laissons du calme, mon cher collègue. Je sais bien que ça vous gêne, mais restez calme, c'est pas bon pour votre cœur. Madame la Ministre, est-ce qu'il ne serait pas temps, de la part du gouvernement, de dire qu'il y a une pause sur les réformes de ce genre, sur les réformes électorales? Voyons d'abord ce que nous devons faire au niveau économique et social, laisser les électeurs, au travers des systèmes électoraux qui sont en place et qui n'ont pas démérité, exprimer leurs opinions dans l'avenir. En tout cas, nous attendons de la part du gouvernement une confirmation, celle que naturellement nous n'irons pas vers des réformes électorales au pas de charge, nous n'irons pas vers des réformes électorales que le Conseil constitutionnel serait amené à censurer. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Carucci, le projet de loi actuellement en discussion devant votre Assemblée, je ne relève pas tous les propos que vous avez dit, que vous avez adopté, qui a été adopté hier.
par votre commission des lois prévoit en effet de reporter, oui, Monsieur le Président, en 2015 les futures élections départementales et régionales. Je vous rappelle qu'avec l'abrogation du conseiller territorial à l'initiative du Sénat et avec ici, comme à l'Assemblée nationale, une très large majorité, on se retrouvait avec 5 élections en 2014 et 3 élections le même jour au mois de mars. Or, 3 élections le même jour, pour beaucoup de petites communes rurales, c'est impossible à organiser. Comme vous le savez, 96% du corps électoral des élections sénatoriales est aujourd'hui composé de représentants des seules communes, soit environ 142 000 sur 148 000 membres du collège électoral. Ils seront bien élus en mars 2014. Les conseillers généraux représentent 2,7% de ce collège et les conseillers régionaux 1,2% du collège. C'est donc un nombre très faible au regard du collège électoral sénatorial. Je vois que vous êtes toujours partisan avec optimisme et peut-être espoir du conseiller territorial, mais tel n'est plus le cas. Je vous rappelle donc qu'en décalant ces élections à 2015, le projet de loi ne fait que s'approcher de la durée normale des mandats, qui est de 6 ans, alors que l'échéance de mars 2014, M. Karoutchi, vous vous en souvenez, était le fait du raccourcissement exceptionnel décidé à l'initiative du gouvernement précédent, qui a raccourci à 4 ans le mandat des conseillers régionaux élus en 2010 et à 3 ans celui des conseillers généraux élus en 2011. C'est donc un retour vers la durée mandale des mandats que vous devriez applaudir. C'est vous qui aviez organisé un raccourcissement artificiel qui permettait une élection en mars 2014, donc avant les élections sénatoriales, et le nouveau calendrier, lui, est en fait celui qui correspond à l'ordre normal des élections. Soyez donc rassuré, monsieur le sénateur, sur la parfaite régularité constitutionnelle de ce renouvellement. Et pour le reste et pour l'avenir, vous savez que le président de la République a initié des rencontres avec l'ensemble des partis politiques, mais je voudrais juste vous dire, monsieur Karoutchi, qu'un mandat de 4 ans pour les conseillers régionaux, un mandat de 3 ans pour les conseillers généraux sortants, ce n'était pas non plus un fait anodin. Ça avait été discuté extrêmement rapidement. Et je voudrais vous dire que ce gouvernement s'attache beaucoup à redresser le pays et que s'il n'y avait pas eu besoin de redresser le pays, effectivement, vos premiers propos auraient été malvenus. La parole est à Monsieur Jean Boyer pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les dernières propositions du Conseil d'orientation des retraites nous rappellent, si besoin était, que celles-ci, plus que jamais, sont d'actualité. Les chiffres sont inquiétants. En effet, si le besoin de financement des 33 principaux régimes atteignait 14 milliards d'euros en 2011, il s'élèvera à 18,8 milliards d'euros en 2017. Pour autant, est-ce une surprise, mes chers collègues? Nous ne pensons pas, puisque nous l'avons, et je le dis sans aucune prétention, puisque j'étais là à des moments et pas à d'autres, nous l'avons toujours dit. Jean Arthuis, qui est devant moi, pourrait le confirmer. Si toutes les réformes, jusqu'ici, se sont basées exclusivement sur des hypothèses trop optimistes. Outre les données de conjoncture, la tendance structurelle est lourde et elle est connue. C'est la dégradation du rapport entre les actifs et les retraités. Mais c'est aussi, chers collègues, vous le savez, l'augmentation d'une espérance de vie qui est à la fois réjouissante et inquiétante. Je vous livre juste un chiffre. 5 heures de plus par jour et par personne. Encore une fois, comme nous l'avons toujours dit, une réforme s'impose. Madame le ministre, jusqu'ici, toutes les réformes des retraites ont été menées par ce que l'on peut appeler les gouvernements de droite. Si vous ne franchissez pas, Madame le ministre, comme le président de la République l'a annoncé, ce serait donc une première. Et nous serons, si vous le souhaitez, là pour vous encourager.
Cependant, les marges de manœuvre sont très étroites. Au système constant, 3 leviers pourraient être actionnés. L'augmentation des cotisations, le retard de l'âge d'ouverture des droits ou la dégradation des pensions. Sachant que ces leviers ont déjà été actionnés par les réformes intervenues depuis 1993. Dans ces conditions, Madame le ministre, allez-vous vous attaquer aux véritables inégalités qui demeurent entre les pensionnés, notamment entre les pensionnés du service privé et les pensionnés du service public? Et envisagez-vous, comme moi-même et les membres de mon groupe UDI-UC le demandons depuis des années, de mettre enfin en œuvre une véritable réforme structurelle remplaçant l'annuité par le point ou par un système en compte notionnel? Merci de vos réponses. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez à juste titre relevé que le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui a été mis en discussion hier, fait état de perspectives financières préoccupantes pour l'avenir de nos régimes de retraite. À cet égard, néanmoins, je voudrais souligner que ce rapport nous invite à distinguer les perspectives à court terme, c'est-à-dire d'ici la fin de la décennie, et des perspectives à plus long terme, moyen ou long terme, au-delà de 2030 ou 2040. De ce point de vue, le constat pour la décennie engagée est sans appel pour la réforme qui avait été mise en place par le précédent gouvernement. Cette réforme, je voudrais le rappeler, avait pour objet, parfaitement identifié et assumé, de rétablir l'équilibre de nos régimes de retraite à horizon de 2018. Or, ce que montre le rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est que, à cet horizon-là, c'est-à-dire d'ici quelques années, le déficit des régimes de retraite devrait être, selon les hypothèses économiques, mais de l'ordre de 20 milliards, ce qui signifie que nous sommes évidemment très loin de l'équilibre et ce qui appelle des mesures que nous aurions souhaité ne pas avoir à prendre. Mais je veux rappeler d'ailleurs que dans la loi de financement de la sécurité sociale, nous avons d'ores et déjà engager des mesures de rétablissement en permettant d'affecter des ressources nouvelles à l'ensemble de nos régimes de retraite ou au Fonds de solidarité vieillesse, ce qui montre que l'esprit de responsabilité a été au rendez-vous pour ce gouvernement dès les premières semaines de sa prise de fonction. Au-delà, en revanche, de cette échéance, nous avons quelques lueurs ou quelques perspectives plus positives puisque la situation démographique dans notre pays, qui est très significativement meilleure que dans d'autres pays européens, en particulier que chez notre voisin allemand, souvent cité en exemple, nous amène à avoir des perspectives plus favorables. Alors, vous l'avez indiqué, nous avons besoin d'engager une réflexion et une concertation. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites sera suivi d'un second rapport à la fin du mois de janvier qu'il convient d'attendre parce que ce second rapport est au moins aussi important que celui présenté hier. Non, c'était un rapport prévu sur les conditions d'équité que vous avez évoquées dans nos régimes de retraite, en particulier pour mettre en avant la question de la pénibilité, la retraite des femmes par rapport à celle des hommes et toute une série d'éléments qui doivent être examinés dans une perspective de justice. Lorsque nous disposerons de l'ensemble de ces appréciations et de ces projections, nous pourrons engager une concertation avec les organisations syndicales qui fera l'objet d'abord de travaux dans le cadre d'un groupe des sages. Mais je veux le dire, Monsieur le Sénateur, pour le gouvernement, l'exigence est au moins autant une exigence de justice que de responsabilité. Nous devons mettre en place une réforme qui nous permette à la fois de garantir l'équilibre financier des comptes et d'aboutir à une situation de plus grande justice dans l'esprit de ce que nous avons fait en adoptant le décret permettant à ceux qui ont commencé à travailler jeunes de partir en retraite dès 60 ans. Dans le cadre de la concertation engagée, l'ensemble des perspectives possibles seront mises sur la table.
La parole est à Monsieur Alain Fauconnier pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le département de l'Aveyron se trouve confronté, comme beaucoup d'autres départements en France, au non-remplacement des médecins généralistes. Vaste territoire rural, à faible densité démographique, l'Aveyron a, heureusement, une autre particularité, considérée injustement par certains comme une aberration, 5 hôpitaux généraux dits de proximité, avec l'ensemble des services MCO. Ce maillage hospitalier a été préservé après de longues luttes des populations concernées. Cependant, tout cela reste extrêmement fragile. Ces hôpitaux sont en effet confrontés à une démographie médicale désastreuse et à une situation financière non maîtrisable à raison de l'application de la T2A, totalement inadaptée à ces petites structures. Le Président de la République s'est engagé à l'égalité d'accès aux soins pour tous nos concitoyens sur l'ensemble du territoire. Ces critères de temps d'accès aux soins de premier recours ont été mis en place. Vous avez pris à bras-le-corps ce problème après des années de laxisme et de laisser-faire du précédent gouvernement. Les populations reprennent espoir et sont conscientes de la situation catastrophique dont vous avez hérité. Il convient de ne pas les décevoir. Vous avez annoncé un pacte territoire-santé comportant une série de mesures pour le court et le moyen terme. Ces mesures passent, entre autres, par l'incitation financière à l'installation en zone rurale plutôt que par la contrainte. Permettez-moi de faire remarquer que de nombreuses collectivités, départements, régions, communes, intercommunalités se sont engagés dans cette voie depuis des années sans grand succès. Madame la Ministre, il existe encore sur nos territoires des petits hôpitaux en capacité, dans le très court terme, de faire face à la carence de la médecine dite libérale, si tant est qu'on leur en donne les moyens. Pouvez-vous me préciser quel rôle vous comptez assigner à l'hôpital public dans cette période délicate que nous connaissons et qui ne peut malheureusement que s'aggraver sans mesures exceptionnelles et ambitieuses? Votre réponse, Madame la Ministre, est attendue avec impatience par tous nos concitoyens qui, depuis trop longtemps, se sentent délaissés, ainsi que par les élus quotidiennement confrontés à ces problèmes. Je vous remercie. Madame la Ministre Marisol Touraine, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Vous avez raison, l'Aveyron est comme d'autres départements confrontés à un processus qu'il convient maintenant d'appeler de désertification médicale, mais je voudrais souligner à cet égard que les territoires ruraux ne sont pas les seuls concernés et que, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, des territoires urbains, en particulier les agglomérations des grandes villes, sont également confrontés à la raréfaction des professionnels de santé à proximité de la population. Vous l'avez également indiqué, le gouvernement a souhaité prendre à bras-le-corps cette question, car il y va de l'égalité d'accès aux soins sur le territoire et à l'évidence, nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation que nous avons trouvée. Je voudrais d'un seul chiffre établir au fond un diagnostic qui doit nous préoccuper. 2 millions de Français en 5 ans se sont retrouvés habitant dans des territoires désertifiés. 2 millions de Français supplémentaires en 5 ans. Si nous ne faisons rien, à l'évidence, la dégradation va se poursuivre. J'ai souhaité, au nom du gouvernement, présenter un pacte territoire santé qui comporte 3 grands axes. Vous avez souligné que le choix que j'ai porté est de ne pas recourir à des mesures coercitives, car je crois que ces mesures seraient contournées par les professionnels de santé et que nous ne pouvons pas attendre pour prendre des dispositions, puisque c'est maintenant que nous sommes confrontés à l'exigence la plus forte. En revanche, vous me permettrez, Monsieur le Sénateur, de vous indiquer que les mesures d'incitation financière sont très peu nombreuses dans ce pacte, car l'essentiel ne réside pas là. Et l'essentiel réside bien dans la capacité que nous aurons à proposer des conditions d'exercice renouvelées aux professionnels qui souhaitent désormais des rémunérations forfaitaires, un travail en équipe,
des liens avec les structures hospitalières, des liens avec la diversité des professionnels opérant sur un territoire. 3 axes donc qui sont liés à la rénovation des études médicales avec l'obligation de stage par exemple et des aides à l'installation. Un second axe autour de la rénovation de la pratique pour encourager les regroupements de professionnels et valoriser la rémunération forfaitaire par rapport à la seule rémunération à l'acte, et enfin des investissements dans les territoires isolés. Et à ce titre, monsieur le sénateur, je veux vous dire que je partage pleinement votre conviction que les hôpitaux de proximité ont un rôle majeur à jouer, car on ne pourrait comprendre que des professionnels libéraux s'installent là où la puissance publique s'en irait. La parole est à monsieur André Reichardt pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, le 30 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article 100F et le 3e alinéa de l'article 100S du Code professionnel local d'Alsace-Moselle. Par cette décision, il abrogeait le dispositif des corporations d'artisans obligatoires dans les 3 départements de l'Est. Or, celles-ci sont le fondement du droit local de l'artisanat qui a permis à l'Alsace et à la Moselle de doter leurs entreprises d'avantages concurrentiels certains et de résister bien mieux que beaucoup d'autres aux crises économiques qu'a connues notre pays au cours du dernier siècle. Pour bien connaître le secteur de l'artisanat alsace, je peux même vous dire que c'est notamment à son artisanat, qui est, comme vous le savez certainement, particulièrement bien qualifié, que l'Alsace doit sa prospérité économique des dernières décennies. Cette décision est donc particulièrement grave pour l'économie alsacienne, au moment précisément où notre pays est en recherche de compétitivité, particulièrement de compétitivité hors coût. La question qui se pose désormais est celle des mesures qui peuvent être prises pour pallier à cette décision et permettre à nos départements de ne pas perdre le bénéfice de ces magnifiques outils qui étaient à leur disposition. En qualité de président de la commission d'harmonisation du droit local alsacien-mosellan, j'envisage, avec, je l'espère, la totalité des parlementaires des 3 départements, à la fois au Sénat bien sûr, mais à l'Assemblée, de déposer une proposition de loi visant à recréer officiellement des organisations professionnelles d'artisans de droit local obligatoires, mais sans encourir, bien sûr, à nouveau, la censure du Conseil constitutionnel. Il s'agit ainsi de permettre la pérennité des outils qui ont fait jusqu'ici le succès, la pérennité de l'artisanat d'Alsace-Moselle, mais en supprimant du nouveau dispositif les modalités qui ont frappé l'ancien d'inconstitutionnalité. Dès lors que le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel indique que, je cite, j'ouvre les guillemets, la liberté d'entreprendre fondée sur l'article 4 de la déclaration 1789 n'implique pas que l'existence de corporations soit en elle-même contraire à cette liberté, la question qui se pose officiellement est celle du financement de ces futures organisations. Une solution pourrait consister à établir une imposition dite de toute nature, dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Mais la voie de la redevance pourrait aussi être utilisée pour financer les services rendus par ces organisations. Ma question est donc la suivante, et elle s'adresse à la fois à Madame la ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, mais également à Madame la garde des Sceaux, si elle le permet. Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour soutenir, voire faciliter, la démarche des parlementaires d'Alsace-Moselle engagés à cet égard? Je vous remercie. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel qui a en effet supprimé certaines dispositions de droit local quant à l'affiliation obligatoire aux corporations et quant à leurs cotisations. J'étais justement en Alsace, en déplacement à Strasbourg, lorsque cette décision est tombée. J'ai pu très vite m'entretenir avec les présidents de corporations, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, les artisans locaux qui m'ont fait part de leurs inquiétudes et qui ont souligné l'importance des corporations dans ces régions, dans ces territoires, en termes de conseils. Aujourd'hui,
et très vite, lorsque j'ai pu, après avoir longuement échangé avec eux, j'ai lancé une évaluation sur les conséquences précises de cette annulation en termes d'emploi et de financement de ces corporations. Mais je travaille également à recenser l'ensemble des dispositions relatives au droit local en Alsace-Moselle qui, ultérieurement, pourrait être remise en cause en cas d'une saisine, une nouvelle saisine du Conseil constitutionnel. Il s'agit pour le gouvernement de stabiliser au plus vite le droit local et de mettre fin à cette instabilité juridique que les corporations connaissent. Mais vous évoquez, monsieur le sénateur, une proposition de loi sur laquelle je souhaite émettre un certain nombre de réserves. En effet, vous revenez au principe d'affiliation obligatoire. Or, c'est ce principe d'obligation que le Conseil constitutionnel a censuré. Ce n'est pas simplement le caractère onéreux de l'affiliation qui a été remis en cause dans cette décision. Le Conseil légitime l'existence des corporations et ne remet pas en cause leur existence. Et je suis convaincue que cette décision doit nous pousser, les élus, les corporations, les artisans, les chambres des métiers, à travailler, à faire des propositions pour rendre les corporations plus attractives, plus performantes en termes d'accompagnement des entreprises, en termes de développement économique, en termes de formation des apprentis, et ainsi elles se rendront indispensables pour les professionnels. Une fois que l'évaluation sera terminée, le gouvernement est totalement déterminé et mobilisé pour aider les artisans d'Alsace-Moselle, comme nous sommes d'ailleurs déterminés à soutenir l'artisanat dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je présenterai fin janvier un plan pour l'artisanat. La parole est à monsieur Richard Yung pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le problème de l'évasion fiscale est loin d'être nouveau. Et je veux dire que l'ancienne majorité le sait pertinemment, puisque vous aviez essayé de faire revenir en France, et c'est à votre crédit, si j'ose dire, à votre crédit, en votant le bouclier fiscal. Malheureusement, en réalité, ce bouclier fiscal, il était financé par les contribuables qui, eux, sont restés en France. Et donc, c'est un peu moins louable de ce point de vue-là. Et le résultat n'a pas été très concluant, on doit le dire. Alors qu'il aurait fallu renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale, comme nous le proposons maintenant, comme il est prévu dans le PLFR, vous avez jugé préférable de signer un chèque aux plus nantis qui avaient la bonté de revenir. Un fait divers récent, un échange d'amabilité de quelques noms d'oiseaux, a défrayé la chronique en début de semaine. Mais honnêtement, tout ça est peu de choses, un peu ridicule, surtout à la veille de la fin du monde, franchement. Demain, jeter son passeport par-dessus les moulins, ça ne résout rien et on ne perd même pas la nationalité française. Les sommes qui ont été indiquées, si elles sont avérées, relèvent de toute façon de la politique fiscale de M. Sarkozy, puisque c'était sur les exercices. Mais si, Madame Deségo, tout à fait. Il fallait que ça soit dit. Et l'engagement UMP de l'acteur concerné ne doit pas lui faire attribuer à M. Ayrault ce qui appartient à M. Fillon. J'en viens aux questions. Première question. Nous savons que l'évasion fiscale est principalement à l'intérieur de l'Europe. La cause est connue, c'est le dumping fiscal entre les pays. Donc ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. Quels sont les plans pour développer la convergence fiscale au sein des pays de l'Union? Deuxième proposition. Au sein de ces pays européens, 3 pays frontaliers francophones, Suisse, Belgique, Luxembourg, concentrent la majorité des cas. C'est donc les conventions fiscales avec ces pays qu'il faut renégocier, et c'était d'ailleurs un des engagements du candidat
François Hollande, devenu président de la République. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le ministre, quel est le calendrier et quelles sont les modalités de renégociation de ces conventions fiscales. La parole est à Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, la question que vous abordez suppose de répondre à 3 éléments. D'abord, quel est le volume que vous décrivez et combien de nos concitoyens décident-ils de partir pour échapper à leurs obligations fiscales? Partir au demeurant le plus légalement du monde. Deuxième question à poser, pour quelles raisons décident-ils de partir? Enfin, troisièmement, c'est la question par laquelle vous terminez votre propos, que peut faire le gouvernement pour éviter ce qui est objectivement préjudiciable à l'intérêt national? À la première question, on peut répondre de manière fiable à peu près jusqu'en 2006, car c'est à cette date que le ministre du Budget de l'époque, Jean-François Copé, supprime le quitus fiscal qui permettait précisément d'évaluer ce qu'était le nombre de départs pour des raisons fiscales. Et il est vrai que parmi les 2,5 millions de nos compatriotes qui sont expatriés, l'écrasante majorité, sinon tous, sont partis pour des raisons professionnelles, soit que le travail qu'ils effectuent nécessite leur présence à l'étranger, soit que l'absence de travail trouvé à l'intérieur de nos frontières les ait contraints à s'expatrier. Chacun s'accordera que les deux raisons ne sont pas équivalentes, mais existent. En termes de cause, ce que l'on constate par exemple, c'est qu'après 1996 et l'instauration par le gouvernement Juppé du plafonnement, on a assisté à un départ important de certains de nos compatriotes qui, n'ayant plus l'impôt sur la fortune plafonné au regard de leurs revenus, estimaient que ce qu'ils avaient à acquitter au regard des dispositions prises par le gouvernement Juppé et votées par la majorité RPR-UDF de l'époque ne leur permettait plus de rester dans notre pays. À l'inverse, on a pu constater entre 2002 et 2006, avec une politique fiscale beaucoup plus accommodante, qu'en vérité, les choses étaient identiques. Car entre 2003 et 2006, le nombre d'expatriés fiscaux a été multiplié par 2,5. Et donc, deux causes différentes semblent produire le même effet. Peut-être peut-on progresser dans l'analyse en étudiant ce qui s'est passé après l'instauration du bouclier fiscal, dont je rappelle qu'il avait notamment pour vocation d'empêcher des expatriations et de favoriser des impatriations. En vérité, pendant toutes ces années-là, le solde fut à peu près le même et le nombre d'expatriés fiscaux est évalué par les services du ministère du Budget à 750 à 850, et ce, quelles qu'aient été les modalités, bouclier fiscal Villepin ou bouclier fiscal Sarkozy. Et donc imputer à la seule fiscalité la responsabilité de ces expatriations pour des raisons fiscales me semble un tout petit peu juste dans le raisonnement. Pour autant, et vous avez raison, il faut réagir. Le président de la République, vous l'avez rappelé, a suggéré que les conditions fiscales soient revues. Je crois en effet que c'est la seule façon d'éviter ce type d'expatriation, ou plus exactement d'éviter que ceux qui décident de vivre en dehors de nos frontières s'exonèrent par là même des obligations fiscales que ces personnes ont à l'égard de leur pays, dans lequel elles sont nées, dans lequel elles ont grandi, elles ont été éduquées, formées, le plus souvent où elles ont rencontré la prospérité, sinon la fortune, bref, un pays auquel elles doivent beaucoup et dont elles ont tort, me semble-t-il, de s'exonérer des charges que celui-ci leur demande d'acquitter afin d'être redressées. Voilà les pistes, me semble-t-il, qu'il faut suivre, mais cessons d'imputer aux seules raisons fiscales les raisons de départ, car l'on voit dans notre histoire contemporaine que des raisons adverses produisent en vérité les mêmes effets. Incontestablement, pour certains de nos compatriotes, il y aura toujours des raisons de partir, car ils estimeront toujours qu'ils payent trop d'impôts. La parole est à Madame Christiane Kamerman pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise syrienne est dans son 21e mois. Le pays est complètement dévasté par la répression sanglante des insurgés qui a fait plus de 40 000 morts et un nombre incalculable de blessés, disparus, prisonniers et essentiellement des civils. La brutalité de la répression du régime syrien a nourri le radicalisme religieux des insurgés. Or, la Syrie est la clé de voûte du Moyen-Orient. Si elle se désagrège, cela pourrait déstabiliser toute la zone en remettant ses frontières en question. 400 000 Syriens sont réfugiés, dont plus de 100 000 au Liban, ce qui constitue une charge de plus en plus lourde pour les pays d'accueil. Des efforts diplomatiques sont déployés pour venir en aide aux populations syriennes. Toutefois, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pris de résolution en raison du veto de la Chine et de la Russie. L'action de M. Lakhdar Brahimi, le médiateur international de l'ONU et de la Ligue arabe,
n'a pas donné le résultat escompté. La seule note d'espoir émane de la conférence de Doha, créée il y a un mois au Qatar par plus de 100 pays et organisations dont l'intitulé « Conditions nationales syriennes » incarne la responsabilité diplomatique du peuple syrien. La réunion de Marrakech du 12 décembre est dans le prolongement de l'engagement de la communauté internationale en faveur de cette coalition. Dans ce contexte de crise internationale aiguë, Monsieur le ministre, voici mes interrogations. Comment la France voit-elle la transition politique, le départ de Bachar el-Assad et la mise en place d'un nouveau régime politique en Syrie? Selon vous, une transition négociée est-elle envisageable? Qu'est-ce que la France a engagé comme effort de soutien aux populations civiles dans les zones libérées? Le 11 novembre, la conférence de Doha a permis la création d'une coalition de l'opposition syrienne considérée comme représentant légitime du peuple syrien. Comment la France peut-elle aider cette coalition à se structurer? Pourra-t-elle la reconnaître comme le seul représentant du peuple syrien, comme le gouvernement légitime de la Syrie? Comment voyez-vous les répercussions des troubles dans les semaines à venir sur la situation au Liban? La sécurité du Liban n'est-elle pas de plus en plus menacée? Le Hezbollah ne risque-t-il pas de jouer la déstabilisation du Liban? Qu'est-ce que la France est prête à faire, notamment dans les pays voisins, si la situation continue à se dégrader pour protéger ou évacuer nos compatriotes? La France maintient-elle sa position par rapport à l'embargo sur les armes? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé des Affaires européennes. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour votre question qui montre l'ensemble des défis auxquels la communauté internationale se trouve confrontée en Syrie, où se joue un drame d'abord humanitaire. Vous l'avez rappelé vous-même dans votre question. Près de 40 000 Syriens sont morts dans des conditions parfois d'une extrême atrocité, parce qu'un régime a décidé de martyriser son peuple pour se maintenir au pouvoir. 40 000 Syriens sont morts, mais ce sont aussi 500 000 Syriens qui se sont trouvés déplacés dans des conditions d'une très grande précarité. Et au moment où nous parlons, il y a un risque d'exposition à des drames humanitaires d'une population qui est comprise entre 2 millions et 4 millions de Syriens. C'est dire l'ampleur de la difficulté humanitaire à laquelle on se trouve confronté dans ce pays et dans cette région. Mais malgré cela, il y a aujourd'hui des raisons d'espérer avec prudence, mais d'espérer. D'abord, la situation militaire s'est considérablement modifiée pour des raisons qui tiennent au fait que la coalition nationale syrienne s'est dotée de moyens militaires désormais coordonnés par un chef d'état-major qui conduit les opérations avec une efficacité qui a conduit les troupes de la coalition nationale syrienne à aller jusqu'aux portes de Damas, avec une pression très forte exercée militairement par ces troupes sur le gouvernement de Bachar el-Assad, à tel point qu'un certain nombre de pays qui soutenaient le régime de Bachar el-Assad, et je pense notamment à la Russie, commencent à considérer que son départ du pouvoir, en raison de la pression militaire et diplomatique qui s'exerce sur lui, pourrait devenir demain inéluctable. Et cette situation militaire est de nature à permettre un approfondissement des discussions et des échanges diplomatiques, à une augmentation des pressions qui s'exercent sur le régime, de manière à pouvoir faire en sorte que, comme nous le souhaitons depuis longtemps, il quitte le pouvoir. Bien entendu, cela ne pourra pas se faire, et vous avez raison de le dire en ces termes, si nous ne multiplions pas les initiatives pour faire en sorte que cette pression devienne insupportable, qu'elle oblige l'actuel pouvoir à partir. C'est ce que nous faisons. Nous l'avons fait en étant les premiers à décider de la mise en place d'une aide humanitaire pour les conseils civils révolutionnaires. Nous le faisons en ayant été les premiers à avoir reconnu la coalition nationale syrienne. Vous interrogez sur le fait de savoir si nous allions la reconnaître comme un gouvernement alternatif légitime. C'est déjà fait. Nous avons été le premier à le faire. Nous avons voulu entraîner dans notre sillage des pays de l'Union européenne et nous avons commencé à le faire avec succès. Et la conférence des amis du peuple syrien à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure a permis à un très grand nombre de pays
dont les États-Unis, à quelques heures de l'ouverture de cette réunion, à reconnaître à leur tour la coalition nationale syrienne. Et nous considérons que dès lors que cette coalition s'est rassemblée, qu'elle s'est dotée d'un leadership fort, cela signifie que nous sommes sur le bon chemin. Il faut donc maintenir cette pression, continuer à aider humanitairement, multiplier les initiatives politiques pour que les pays qui hésitent encore à nous rejoindre au sein du Conseil de sécurité le fassent et veiller à ce que tout cela se fasse en étroite liaison avec les pays de la région pour éviter la déstabilisation que vous avez pointée dans votre question comme un risque réel. La parole est à Monsieur Philippe Kaltenbach pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la ministre de l'égalité des territoires, du logement, vous le savez, jeudi dernier, le 13 décembre, Monsieur Ozanné vous a remis son rapport sur la faisabilité du Grand Paris Express, ce métro automatique autour de Paris. Comme cela était malheureusement prévisible, il a tout d'abord confirmé les approximations dont s'est rendu coupable le précédent gouvernement dans l'évaluation financière du projet. Et oui, l'estimation du coût global a fait un bond de près de 50%. Elle est passée de 20 milliards à 30 milliards d'euros. Excusez du peu. Et quand je pense que ceux qui ont commis cette erreur grossière donnent aujourd'hui des leçons, il est pourtant indispensable que ce projet se fasse. La réalité des conditions de transport des usagers nous le rappelle quotidiennement. Et le Grand Paris Express doit se faire avec la cohérence et l'envergure que nous voulons pour ce nouveau réseau de transport collectif. Devant l'ampleur de la sous-évaluation du coût du projet par l'ancien gouvernement, nous sommes conscients qu'un nouveau phasage sera nécessaire. Il n'y a que quelques démagogues pour réclamer que tout le projet se fasse dans les délais initiaux, sans expliquer où trouver les 10 milliards d'euros supplémentaires. Cependant, les élus locaux de la région capitale n'ont pas manqué de faire part de leurs inquiétudes depuis la remise du rapport Ozanné et de ses propositions sur le phasage du projet. Ces inquiétudes sont multiples et se fondent essentiellement sur notre capacité à ne pas saucissonner le projet afin de lui conserver toute son efficacité. Au sud-est, elle porte sur l'interopérabilité entre la ligne rouge et la ligne orange à la station Champigny-Centre et sur la nécessité de réaliser l'arc sud jusqu'à Noisy-Champs dans les délais prévus. Au nord-est, ces inquiétudes visent le triangle de Gonesse. À l'ouest, elles concernent la liaison entre Pont-Sèvres et Nanterre afin d'assurer le bouclage autour de Paris. Madame la ministre, le réseau francilien accueille chaque jour 8 millions de voyageurs. Dans la longue liste des bombes à retardement laissées dans les tiroirs par M. Sarkozy, il y a ce surcoût de 10 milliards d'euros. Les élus en prennent acte et voient bien la nécessité de phaser le projet. Cependant, si nous voulons réussir le pari du Grand Paris Express dans un délai suffisamment raisonnable pour répondre aux besoins d'un réseau francilien dont la fréquentation s'est accrue de 20% ces 10 dernières années, nous sommes aussi conscients qu'il faudra dégager de nouvelles ressources. Madame la ministre, même si les arbitrages du gouvernement ne sont attendus que pour le mois de février 2013, pouvez-vous rassurer les élus locaux et les sénateurs qui souhaitent être concertés et associés sur le phasage comme sur le financement? La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Kaltenbach, je vous remercie de votre question et de sa précision. Je voudrais simplement redire avec une certaine clarté ce qu'il en est de ce rapport. J'ai diligenté le 1er septembre de cette année un rapport auprès de M. Ozanné pour évaluer les coûts réels du Grand Paris Express, coûts réels qui effectivement avaient été sous-évalués pour plusieurs raisons. La première, c'est nécessairement une dérive monétaire entre les euros 2008 et les euros 2012, le coût complet de la ligne Orange qui n'avait pas été bien évalué, le prix des interconnexions au réseau de transport existant qui malheureusement ne figurait ni dans le budget des opérateurs existants ni dans celui du Grand Paris Express, et enfin une actualisation compte tenu des évolutions du projet de certaines gares auxquelles tenaient beaucoup les élus locaux. Voilà la réalité, vous l'avez dit, la différence est de 10 milliards d'euros. Mais surtout, je voudrais indiquer à ceux qui pourraient mettre en cause la volonté du gouvernement de ne pas réaliser le projet tel qu'il avait été prévu, c'est-à-dire à l'échéance de 2026, que pour mettre ce projet dans cet ordre-là, il faudrait donc trouver 10 milliards d'euros supplémentaires, mais il faudrait surtout réaliser 18 kilomètres de métro par an, chantier qui n'a existé dans toute l'histoire, dans aucun pays au monde.
les annonces qui avaient été faites à ce sujet sur le nombre de tunneliers disponibles et une maîtrise d'ouvrage étaient tout simplement intenables. Et je pense qu'il est beaucoup mieux de le dire surtout si, et je veux vous rassurer pas seulement les sénateurs et les sénatrices, pas seulement les élus locaux, mais surtout les dizaines de milliers de citoyens franciliens qui ont participé au débat public autour de ce projet se fera. Le Premier ministre a redit le 30 octobre devant un certain nombre d'acteurs de Saclay que l'État viendrait apporter les montants nécessaires au financement du projet. Mais pour que celui-ci puisse être réalisé dans de bonnes conditions, il faut le prioriser dans le cadre d'un dialogue, d'un équilibre avec l'ensemble des élus qui permettra de répondre à tous les objectifs, la desserte de banlieue à banlieue, le développement d'un certain nombre de territoires, le désenclavement de certains territoires qui, comme Clichy-Montfermeil par exemple, attendent depuis 40 ans une desserte en transport en commun. Nous ferons en sorte parallèlement de remettre à niveau les transports en commun existants, notamment pour les zones qui n'accueilleront pas dans les toutes prochaines années ce nouveau réseau de transport. Voilà la volonté du gouvernement, voilà celle de la ministre que je suis. Elle est ferme, elle est constante, elle ne se laissera pas emporter par des veines polémiques et je n'en alimenterai aucune. Néanmoins, je souhaite dire que pour la réalisation de ce projet, il faut le faire avec sérieux, avec méthode et dire la vérité. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15. Et voilà pour cette séance de questions d'actualité, dernier jeudi avant la trêve des confiseurs, avant les fêtes de Noël et du 1er janvier, bien sûr. On se retrouvera en janvier, mais nous, on refait la séance dans quelques secondes. À tout de suite.